Bonsoir tout le monde. Je pense que vous êtes scotché sur Takana Academy. Aujourd'hui, nous allons faire un cours sur le commentaire de texte. Donc, format baccalauréat avec une introduction, un développement et une conclusion, Inch'Allah. Donc, pour vous dire que Takana vous propose des choses extraordinaires. Donc, vous serez en contact avec des professeurs de français, de philo et d'autres matières, PC, SVT et autres, pour juste faire des exercices format baccalauréat. Donc, aujourd'hui, nous allons revenir sur le commentaire de texte. Quand on parle de commentaire texte, comme son nom l'indique, c'est juste un exercice littéraire comme la dissertation et le résumé. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire un cours sur le commentaire de texte. Quand on parle de commentaire de texte, c'est un exercice littéraire. Le commentaire de texte. Le commentaire de texte. Donc nous avons un texte qu'on va lire ensemble. Donc le texte est intitulé Brise marine. C'est un texte de Stéphane Mallarmé. Stéphane Mallarmé. Donc, voilà. Donc, quand on parle de brise marine, donc on va lire ça ensemble. La chair est triste, hélas. Et j'ai lu tous les livres. Fuir, là-bas, fuir. Je sens que les oiseaux sont ivres d'être parmi l'écume inconnue et les cieux. Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux, ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe. Ô nuit, ni la clarté déserte de ma lampe sur le vide papier que la blancheur défend, et ni la jeune femme allaitant son enfant, je partirai. Stémé, Balassama mature, Balassanta mature. Lève l'encre pour une exotique nature. Un ennui désolé par les cruels espoirs. Crois encore à l'adieu suprême des mouchoirs et peut-être les mâts invitant les orages. Sont-ils de ceux qu'un vent penche sur les naufrages, pendus, pendus, sans mât, ni fertile îlot, ni fertile îlot. Mais, ô mon cœur, entends le chant des matelots et Stéphane Mallarmé, Poésie, 1865. Donc voilà le texte. Maintenant, on va voir la consigne du texte. Quand on parle de la consigne du texte. Donc, voilà, vous ferez de ce texte un commentaire suivi ou composé. Dans le cadre d'un commentaire composé, vous pourrez, par exemple, analyser les sentiments successifs par le poète, éprouvés par le poète et dégager le sens symbolique du poème. Donc, on a devant nous un poème de Stéphane Mallarmé. Tout le monde connaît qui était Mallarmé. Donc, ma première question, c'est de savoir qui était Stéphane Mallarmé. Vous pouvez lever la main pour prendre la parole aussi. Qui était Stéphane Mallarmé? Qu'est-ce que vous connaissez de lui? Donc, Absa Sari est présente. On a aussi Awa Sambalay Thiaw, Fatou Sek, Fatou Tala. Donc, Stéphane Mallarmé était un poète symboliste. Donc, le symbolisme était un courant littéraire du 19e siècle. Vous l'avez appris en première. Un courant littéraire qui est né en réaction contre le romantisme, mais surtout contre le Parnasse et contre le réalisme. Donc, il est né contre le réalisme. Il y a Sokhna Mbayang Mbaké qui a levé la main. Je continue. Oui, Sokhna. Stéphane Mallarmé, Mhm. de son vrai nom Étienne Mallarmé, Mhm. est un poète et critique littéraire français né le 18 1842 Mhm. à Paris et Mhm. décédé le 9 septembre 1898 à Mer- Violaine-sur-Seine. Il est l'une des figures majeures du mouvement symboliste en France au 19e siècle. Merci Mbayang, merci. Merci Mbayang Mbaké pour cette réponse. Merci. Donc, je disais que c'était un poète du symbolisme, comme vous venez de le dire, né au 19e siècle.
Merci. Donc, c'était un poète symboliste et tout le monde sait que le symbolisme est un courant littéraire qui est né en réaction contre le Parnasse, qui était très préoccupé de beauté formelle, mais aussi contre le réalisme considéré comme un simple reportage documentaire. Donc, les symbolistes veulent aller au-delà des apparences. Parce que tout le monde sait que les apparences sont toujours trompeuses. Donc, il faut aller au-delà des apparences. C'est ça le symbolisme. Voilà. Donc, nous allons faire aujourd'hui comme si c'était au bac. On vous donne un sujet de commentaire. Le texte est là devant vous. Mais je vous avais enseigné dans les cours précédents que le commentaire, on commence d'abord par le repérage des indices. Quand on parle de repérage des indices, j'ai noté quelque part, quand on parle de repérage des indices, voilà, les temps verbaux sont essentiels. Très bien. Quand on parle de repérage des indices, chers élèves, il faut savoir que dans un texte, il y a ce qu'on appelle les éléments qui peuvent nous permettre de mieux servir d'aiguillon pour traiter le bon, euh, pour traiter le texte. D'abord, les temps verbaux. Dans le texte, nous avons le présent de l'indicatif. Nous avons le passé composé. Nous avons le futur simple, le participe présent, qui est un temps verbal. Les gens ne savent pas que le participe présent est un temps verbal. Il y a l'impératif présent, il y a aussi l'infinitif qui est aussi un temps verbal. Donc, quand vous avez ces différents temps verbaux, chaque temps verbal, nous allons revenir sur ça, a une valeur d'emploi. Et chaque valeur d'emploi nous permet de mieux étayer une argumentation et de mieux vraiment faire valoir ce qu'on veut faire comprendre. Parce que je répète, qu'est-ce que le commentaire? Commenter un texte, c'est expliciter un texte. Beaucoup d'élèves pensent que c'est un exercice difficile, alors que c'est un exercice qu'on peut comprendre. Et la plupart du temps, l'élève ne fait pas de hors-sujet. C'est ça qui est essentiel. Tu vois, un élève qui fait une dissertation, il fait hors-sujet. Un résumé qui ne sait pas compter le nombre de mots. Mais un commentaire, tu es sûr que tu as des aptitudes, tu les utilises, tu vas relever le défi. N'ayez pas peur de vous exercer par rapport aux commentaires de texte. Donc, nous allons revenir sur les différentes phases, l'introduction, le développement et la conclusion, et ça sera très, très, très simple, et vous allez comprendre. Donc, il faut comprendre ces temps verbaux. Le présent, le passé composé, le futur simple, le participe présent, l'impératif présent et l'infinitif. Je vais commencer par le présent. Le présent est un temps euh, qui peut être utilisé dans beaucoup de domaines. Le présent de l'indicatif. Je pose une question à tous les élèves. Si on a le présent de l'indicatif, quelle est sa valeur d'emploi? Quand on a le présent, on veut montrer quoi? Ou bien qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à un texte écrit au présent de l'indicatif? C'est l'emploi, la valeur d'emploi. Parce que tant que vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas utiliser ces temps verbaux-là. Donc, la première question, quand on a un texte écrit au présent de l'indicatif, quelle est la valeur d'emploi du présent de l'indicatif? Donc, vous levez la main et voilà. Voilà, donc on voit que Khadidien a levé la main. Khadi, Bonsoir, monsieur. oui, bonsoir. Monsieur, on peut dire que l'auteur est présent. Oui, l'auteur est présent, d'accord. Merci, donc c'est qu'il est présent. Il est témoin, donc. Il est témoin, d'accord. Merci. Donc, je prends un autre, Mam Diao, quand l'auteur emploie le présent de l'indicatif. Bonsoir, monsieur. Ah, oui, bonsoir. Mam, Euh, tu as la parole. le présent de l'indicatif exprime Mhm. une Mhm. action qui se déroule au moment où l'on parle. Au moment où l'on parle. Maintenant, quand l'auteur emploie le présent, qu'est-ce qu'il veut faire savoir? Quand je dis, par exemple, nous sommes en train de faire cours, quelle est la différence entre nous sommes en train de faire cours et nous ferons cours ou nous faisions cours? Quelle est la différence? Mhm.
Mam, c'est parce que donc, quand on parle du présent de l'indicatif, c'est le temps de l'actualité. C'est le temps de l'actualité. L'actualité. Donc, ça, c'est actuel. C'est actuel. C'est le temps de la véracité des propos. Le présent est un temps actuel. Quand je dis nous sommes en classe, ça, c'est une vérité. On peut vérifier ça. Donc, quand l'auteur emploie le présent, on peut dire que ces faits peuvent être vérifiés dans le temps et dans l'espace. Oui, il y a Marie-Françoise Carvalho qui a levé la main aussi. Donc, le présent est un temps simple, on peut dire présent simple, où l'auteur emploie le présent pour montrer que ce qu'il dit peut être vérifié. C'est le temps de l'actualité, c'est le temps de la véracité des propos. C'est une vérité absolue. Quand on dit que Dieu existe, on emploie le présent. On n'emploie pas le futur, on n'emploie pas le passé, on emploie le présent. Parce que c'est une vérité absolue. Quand je dis je suis en train de faire cours, je fais cours, ça c'est une vérité. On peut vérifier ça. C'est pas la même chose quand je dis je faisais cours, c'est pas sûr. Ou bien je ferai cours, c'est pas sûr. Mais je fais cours, ça veut dire que c'est une réalité. Vous êtes d'accord? On continue. Maintenant, quand l'auteur emploie le passé composé, le passé composé, c'est quel temps? Le passé composé. Quand l'auteur emploie le passé composé, il fait allusion à quoi? Le passé composé. Quelle est sa valeur d'emploi? Le passé composé. Question. On lève la main. Il y a Hélène qui a levé la main. Il y a Fatou Sek qui a levé la main. Oui, Fatou Sek. Quand l'auteur emploie le passé composé, j'ai fait, il a fait, il a fallu. Quand l'auteur emploie le passé composé, Mbayang, soxna Mbayang Mbacké. Monsieur, Oui, Fatou, oui. l'auteur emploie le passé composé pour raconter un événement passé Oui. ou Oui. limité dans le temps. Pour raconter un événement passé et limité raconter un événement passé. Très bien. Mais très bien, mais c'est un passé récent. Le passé composé montre que les choses se sont déroulées dans le temps, mais c'est récent. C'est un passé récent. Donc, c'est un temps de la description, mais où on utilise le passé récent. Il a bu du café. Donc, c'est récent. Par rapport, il buvait du café. Ce n'est pas la même chose. Donc, il a bu, c'est le passé récent. Très bien, Fatou. Donc, on prend le futur maintenant. Quand l'auteur emploie le futur, on fait allusion à quoi? Le futur. Quand l'auteur emploie le futur. Quand l'auteur emploie le futur, on fait allusion à quoi? Le futur, c'est quel temps? Oui, il y a Salimata Ndoye Keita qui a levé la main. Il y a Cheikh Bamba aussi. Il y a Bachir Cham qui a levé la main. Bonjour, monsieur. Bonjour, Salimata. Le futur est un temps verbal qui est utilisé pour présenter une action qui se passe, qui devrait se passer ou qui se déroulera plus tard. Oui, donc c'est un temps de l'avenir. Merci, Salimata. Donc, le futur, c'est pour l'avenir. C'est pour l'avenir. C'est le temps de l'avenir. Mais surtout, comparé au conditionnel, c'est l'avenir certain. Comparé au conditionnel, qui est le temps de l'avenir incertain. Quand je dis j'irai en France pendant les vacances, là, donc c'est un avenir, mais qui est plus certain que j'irai en France si j'aurai le bac. Donc là, vous voyez que ce j'irai, le premier j'irai, c'est avec AI, c'est le futur. Mais le deuxième j'irai, c'est avec AIS, parce qu'il y a une condition. C'est qu'il faut avoir le bac pour partir. Donc voilà la différence entre le futur et le conditionnel. Voilà, on prend maintenant le participe présent. Le participe présent, je vais mettre ça en même temps que l'infinitif. Beaucoup d'élèves, par exemple, dans leur dissertation, ils commencent par pouvant être définis comme un art du langage, virgule, la poésie, point. Mais ça, c'est une phrase qui n'est pas complète. Pouvant être défini comme un art du langage, virgule, la poésie apparaît comme un genre littéraire, point, par exemple.
il y a deux verbes conjugués, pouvant et indéfini. Même si on devait faire l'analyse logique de cette phrase-là, on va dire la poésie peut être définie, proposition principale, pouvant être considérée comme un genre littéraire, proposition subordonnée participiale. Beaucoup de gens ne font pas ça. C'est ça qu'on appelle une proposition subordonnée participiale. L'impératif aussi, c'est le temps de ce qu'on appelle l'ordre. On donne un ordre. L'infinitif, la même chose. On peut avoir une proposition infinitive. Là, on va revenir sur ça lorsqu'on va traiter beaucoup plus les temps verbaux dans le commentaire proprement dit. Ensuite, nous allons revenir sur la ponctuation. Nous avons le point d'exclamation, nous avons la virgule, nous avons le point et les 3 points d'expansion dans le poème. Si vous regardez par exemple, la chair est triste, hélas, point d'exclamation. Fuir, point d'exclamation. Là-bas, fuir, point d'exclamation. Et les cieux, point d'exclamation. Il y a une multitude de points d'exclamation. Là aussi, dans notre commentaire, on va exploiter ça. Quand l'auteur emploie un point d'exclamation, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre? Le point d'exclamation. On n'est pas encore dans le commentaire, nous sommes dans la préparation du commentaire. Nous sommes dans le repérage des indices. Et ce sont ces indices-là qu'on doit exploiter. Vous allez voir, moi j'ai traité de l'introduction à la conclusion, parce que ça, c'est un cours qui vous permet de voir comment traiter un sujet au bac, format bac, avec une introduction, un développement et une conclusion. Maintenant, quand l'auteur emploie le point d'exclamation, qu'est-ce que ça pourrait signifier? Il y a Mohamedou Fall qui a levé la main, Salimata aussi, Insa Sané, Insa Sadio. Il y a Hadi Maram Sek aussi qui a levé la main. Genre, Oui, allô, oui, Mohamedou Fall, oui. le poète, quand on a le poète d'exclamation, c'est généralement quand le poète exprime son angoisse. Oui, ça peut être une angoisse, oui. Et son angoisse en quelque sorte, oui. Oui, oui, C'est c'est ça. vrai. Oui, un autre qui vient continuer la réflexion. Insa Sadio. Monsieur, Oui, Insa. quand le poète utilise une pointe d'exclamation, c'est pour exprimer ses émotions. Oui, ça peut être émotion, ça peut être Oui, tristesse, ça peut être, tristesse. en tout cas, sentiment. Tout ce qui tourne autour de sentiment. Maintenant, quand l'auteur emploie la virgule, quelle est la valeur d'emploi d'une virgule? Virgule, comme l'autre jour, j'ai donné un sujet faisant état de le roman nous permet de nous évader, virgule, de trouver du plaisir, virgule, de trouver je sais pas, de la jouissance, virgule. Quand l'auteur emploie ces virgules-là, c'est pour mettre en exergue quoi? Il y a Cheikh Bamba Diop qui a levé la main, il y a Hélène Mboup qui a levé, Mam Diao, voilà. L'emploi des virgules peut être une addition d'idées. Oui, ça peut être une addition d'idées. Donc, c'est une Euh, pause courte. La virgule, le point virgule, c'est ce qu'on appelle une pause courte. L'auteur prend un souffle, mais pour, comme tu dis, continuer dans une démarche, dans une logique. Donc, nous mais aussi, dans notre... Oui, cher. dans le point d'exclamation, Oui, ça peut intervenir sur l'interjection, n'est-ce pas? oui, quand on est étonné, par exemple, Oui, comme hélas. comme hélas, Yeah. l'interjection ou onomatopée, c'est des mots qui permettent de voir et de faire sortir un étonnement. Quand on est triste aussi, ça peut signifier beaucoup de choses. Mais comme tu Ok. dis, une interjection, effectivement, la plupart du temps est suivie par un point d'exclamation, hélas. Donc, nous, quand on va expliquer le poème, nous allons revenir sur beaucoup de choses sur la ponctuation. Maintenant, le point et les 3 points de suspension, qu'est-ce que ça pourrait signifier? Un point et 3 points de suspension. Cheikh Bamba, jusqu'à présent, ou Salim Mata? Le point. Le Oui, le point peut point, être Cheikh Bamba, oui. exprimé lorsque l'auteur a fini son argumentation Mhm. sur une phrase. Oui. Donc, c'est une pause forte. Donc, Oui, ça l'auteur, marque la fin. voilà, une Ça pause marque la forte. fin. Oui. Mhm.
La C'est fin ce d'une qu'on idée. appelle une pause forte. Merci, Cheikh Bamba. C'est une pause forte. Oui. Un autre. 3 points de suspension. Ça signifie quoi? Oui. Il y a Salimata Ndoye Keita, Insa, il y a Sohna Mbayang Mbacké, Ibrahima Dia. Mhm. Salimata. Sohna Mbayang. Donc, 3 points de suspension, ça signifie quoi? Fatou Ndiaye a levé la main. Fatou. Voilà, donc quand on parle de 3 points de suspension, ça signifie... Si Oui. l'auteur Mhm. entame une phrase, mais il ne l'a Mhm. pas encore terminée. Voilà, donc il y a quelque chose, ça dit, c'est comme etc. Il y a quelque chose qui reste. Qui reste, très bien. Il y a des choses qui restent. Mhm. C'est-à-dire que la réflexion est tronquée. Par exemple, il y a beaucoup d'élèves qui écrivent etc., ETC, ils mettent 3 points de suspension. Ça, c'est une erreur, c'est une faute grammaticale. Etc., c'est avec ETC point ou 3 points de suspension. Donc, vous choisissez un. Soit vous mettez 3 points de suspension, soit vous mettez ETC point. Mais il y a des élèves qui mettent ETC 3 points de suspension. Ça veut dire quoi? Toi, tu as employé etc. 2 fois. Pour dire qu'il ne faut pas négliger certaines choses. Etc. s'écrit avec ETC point ou 3 points de suspension. Voilà donc ce qu'on peut comprendre sur la ponctuation. Maintenant, on va revenir sur ce qu'on appelle les figures de style. Les figures de style, c'est essentiel. Les figures de style. Là, j'écris ça en vert. Les figures de style. Parce que pour un commentaire, il nous faut comprendre ce qu'on appelle les figures de style. Ici, dans le texte, j'ai compris qu'il y a une personnification, oxymore, métaphore, allégorie, répétition, voilà, pour les champs, pour les figures de style. J'aimerais maintenant, après lecture, je vous donne 5 minutes, vous allez me dire là où se trouvent les figures de style. On va revenir sur le texte. On va revenir sur le texte, permettre à ceux qui n'ont pas encore lu. Voilà, le texte est là. La chair est triste, hélas. Et j'ai lu tous les livres. Donc, vous allez me découvrir certaines figures de style, comme la personnification, l'oxymore, la métaphore, l'allégorie, la répétition. Il y a aussi des champs lexicaux, comme le voyage, les sentiments, et les figures de rhétorique, le rejet, l'assonance et l'ajambement. Ça, nous allons revenir sur ça. Mais d'abord, les figures de style. Vous allez me dire dans le texte, est-ce que vous avez vu une figure de style? Que ce soit métaphore, que ce soit personnification, que ce soit oxymore, que ce soit allégorie, que ce soit répétition. Donc, je vous donne 5 minutes. Après avoir lu ce poème, vous allez lever la main pour répondre à ces questions-là. Est-ce que vous avez des figures de style par rapport au texte Brise marine? Voilà, donc on va lever la main pour trouver les figures. S'il vous plaît, si vous voyez une figure de style que vous pouvez répertorier, vous levez la main. Il y a Ouleymatou Dia qui a levé la main. Bonsoir. Bonsoir, Ouleymatou. Ici, il y a la métaphore. Où ça? Au niveau de quel vers? Premier vers. La chair Première. est triste. La chair est triste. Triste. Donc, il y a une métaphore. Oui, il y a une métaphore. Les oiseaux sont ivres. Les oiseaux sont ivres. Oui. Il y a une métaphore aussi. Le vide papier que la blancheur défend. Ça aussi, c'est une métaphore. Et c'est ce que j'ai trouvé. Très bien. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec Ouleymatou que la chair est triste est une métaphore? La chair est triste, c'est une métaphore. Ouleymatou a dit ça, hein? Voilà, les autres. Est-ce que vous êtes d'accord? La métaphore, oui. Il y a Seynabou Diaw, Cheikh Bamba aussi qui veut lever la main.
Khadi Maram Sek aussi, Cheikh Sadi Bougnan, et Insa. Monsieur, Oui, Salimatou. Oui, oui. je ne suis Salimata, pas, oui. je ne suis pas d'accord lorsqu'elle dit que la chair est triste est une métaphore. Oui. C'est Pourquoi? pas une métaphore, c'est une métonymie. C'est une métonymie. Oui. Voilà. La chair est triste est une métonymie. Hein? Salimata Oui. a dit c'est une métonymie. L'autre a dit c'est une métaphore. Maintenant, je vais essayer de donner deux définitions de la métaphore et de la métonymie. Comme ça, vous allez voir exactement c'est quoi. Hein? Salimata. D'accord. La métaphore, c'est quoi? C'est quand on fait une comparaison sans outil comparant. Ça, c'est une métaphore. La métonymie, c'est quand on fait ce qu'on appelle, on remplace la partie pour le tout, le contenant pour le contenu et vice-versa. Quand je dis j'ai bu un verre, tu ne bois pas le verre, tu vois le contenu du verre, c'est ça la métonymie. La métaphore, c'est quand on compare deux choses sans outil comparant. Ici, la chair est triste. D'accord, on peut admettre la métaphore, mais c'est beaucoup plus dans la personnification. La chair est personnifiée parce que la tristesse, c'est une attitude humaine. Mais je peux comprendre aussi quand elle dit la chair est triste comme métaphore. Parce qu'on compare la chair à la tristesse. La chair est triste. Donc, la chair peut être comparée à une tristesse, sans pour autant dire que la chair est une tristesse. Mais ici, quand on dit la chair est triste, normalement, c'est l'homme qui devait être triste. Donc, ça, c'est beaucoup plus une personnification. La chair qui n'a pas d'attitude humaine, on lui attribue des choses, des comportements humains. Parce que la tristesse est un comportement humain. C'est ça qu'on appelle la personnification. Mais moi, je suis un prof ouvert aux critiques et voilà, au débat. Ceux qui sont d'accord peuvent se signaler avant de partir. Est-ce que la chair est triste? C'est une métaphore? Est-ce que c'est une métonymie ou bien est-ce que c'est une personnification? Donc, je laisse à l'appréciation de tous les élèves présents. Comme ça, nous allons avoir une meilleure compréhension. J'ai donné trois définitions. J'ai donné la personnification, j'ai donné la métonymie, j'ai donné la métaphore. Maintenant, c'est quelle figure de style entre ces trois? Salimata? C'est la personnification. Donc, vous êtes d'accord que c'est la personnification? Merci, Sali. On attend les autres. Il y a Khadim Maram qui a levé la main, Insa qui a levé la main, Raki Diallo aussi a levé la main. On a le Monsieur, métaphore. Oui, Khadim Maram. c'est la... On a le métaphore parce que l'auteur Uh-huh. parle même. On a le métaphore parce que l'auteur parle avec mélancolie. On prend la métaphore. Oui. Monsieur, Oui, non, oui, Khadi. Khadi pense que c'est une métaphore. Oui. Merci, Khadi. monsieur, Mhm. pour moi, c'est une personnification, de même que les oiseaux sont ivres. Uh-huh. Donc, pour Insa, Et- la chair est triste, c'est une personnification. De même que les oiseaux sont ivres. Hmm? Voilà. Donc, c'est des attitudes humaines qu'on attribue à des animaux. Les oiseaux sont ivres. Voilà. Donc on peut admettre hein, que c'est une personnification. Mais nous sommes dans un débat intellectuel. Et un texte littéraire, comme son nom l'indique, a besoin de plusieurs compréhensions. Surtout quand on fait un commentaire. Un commentaire, c'est beaucoup plus dans la suggestion. Les oiseaux sont ivres, on peut comprendre que c'est une personnification. Parce que quand on parle de l'ivresse, c'est une attitude humaine. Bien que, j'ai dit, on peut comprendre par là que quand on parle de métaphore, c'est qu'il y a une image. Et quand on prend l'image, on peut bien admettre que c'est une métaphore. Parce que c'est imagé. Les oiseaux sont ivres parce que l'image que les oiseaux ont, comme des gens qui sont ivres. Donc, c'est comme si on a comparé les oiseaux à des êtres qui sont ivres.
L'essentiel est que dans votre explication des figures de style, dans leur valeur d'emploi, c'est là où les élèves se différencient de la compréhension qu'ils ont. Même si vous vous rappelez, au bac, au second tour, il y a certaines figures de style, on admet parfois deux compréhensions. Parce que ça dépend de l'angle de vision. Mais l'essentiel est que quelqu'un qui parle de personnification, il peut bien expliquer ça. Parce que normalement, la tristesse, de même que l'ivresse, c'est des attitudes humaines. Et les oiseaux ne sont pas des humains. La chair aussi n'est pas humaine. Donc, quand on parle de ça, on peut admettre la personnification. Mais quand on creuse pour montrer que c'est des images qu'on veut faire savoir, et nous sommes dans le symbolisme. Et le symbolisme aussi parle d'images imagées. Donc, on peut bel et bien admettre la métaphore. Parce que c'est l'image qui compte. Et les symbolistes, ils cherchent, et je l'ai dit tantôt, ils visent ce qui se cache derrière. Les oiseaux, comparés à des êtres ivres, c'est parce qu'on veut vous faire comprendre que derrière l'image, derrière la chose visible, il y a quelque chose qui est invisible. Parce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière les apparences. Nous allons revenir sur ça. Voilà. Il y a aussi d'autres figures que vous avez vues. Mhm. Il y a Mohamedou Fall. Il y a Cheikh Bamba aussi qui a levé la main. Khadijatou Diop. Oui, bonjour. Bonjour, Khadi. Oui, Khadi, bonjour. Bonsoir, oui. On a une figure de répétition. La répétition. Khadi, merci. C'est où? Fuir, là-bas, fuir. Très bien. Fuir, là-bas, fuir. Uh-huh. Ça, c'est une répétition. Merci beaucoup, Khadi. Fuir, là-bas, fuir. Donc, le mot fuir est répété. Maintenant, quand on a une figure de style qui est la répétition, quelle est sa valeur d'emploi? Qu'est-ce que l'auteur cherche quand on emploie un mot deux fois, trois fois? La figure de répétition a une même valeur d'emploi presque que la figure anaphorique qu'on appelle anaphore. C'est la même chose. Parce que la seule différence, c'est que l'anaphore, c'est une répétition en début de vers. Tant que la répétition peut être dans le vers, peut être dans la strophe, mais l'anaphore, c'est toujours en début de vers. Maintenant, quand l'auteur emploie une répétition, c'est pour faire quoi? La répétition. Bonsoir. Oui, Khadi, bonsoir. La répétition, c'est pour s'évader. C'est pour? S'évader, l'évasion. C'est pour Signifier évader. s'évader. Oui, mais Khadi, tu m'entends? Oui, Quand ta mère t'appelle trois fois, qu'est-ce que ça pourrait signifier pour toi? pour que je vienne. Hmm? Pour que tu Inviter. viennes. Mais qu'elle ne pourrait pas t'appeler une seule fois? Mais quand elle t'appelle Khadi, 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 ça veut dire quoi? Mhm. Elle veut insister. Oui, Ça elle veut veut dire, insister. voilà, ce qu'elle va dire est important. Donc, tu seras obligé de l'écouter attentivement. Donc, la répétition est une figure d'insistance. L'auteur emploie fuir, fuir pour insister. Il y a quelque chose qu'il veut faire voir. Il veut marquer quelque chose. Il se répète. C'est ça qu'on appelle la répétition. Donc, toujours, quand vous voyez une figure de répétition, que ce soit anaphore, que ce soit répétition tout court, vous pouvez exploiter ça en montrant que l'auteur veut insister sur un fait. C'est bon? Merci. On continue. Il y a aussi d'autres figures. Est-ce qu'il y a d'autres figures? Oui, Olay Matou, Dia. Il y a, il y a une allégorie ici. Mhm. Le voyage en mer. Le voyage en mer. Oui. Effectivement. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une allégorie? Euh, Ce n'est pas seulement un voyage physique, Mhm. mais c'est une allégorie du désir d'absolu.
des Très bien. libertés ou des fonctions politiques. Absolument. Donc, est-ce que vous avez compris Olematou? C'est-à-dire que une comparaison entre une chose abstraite et une chose concrète. Un voyage peut être physique, où on quitte Dakar pour aller à Saint-Louis. Mais un voyage peut être spirituel. On peut quitter ici, aller à la Mecque, de par une concentration, de par un désir, de par un souhait. Et là, on va essayer de voir la combinaison entre l'élément abstrait et l'élément concret. Et le voyage en est un exemple patent. Merci, Ouleymatou. Un autre? Un autre? Absa Dioum, Raki Diallo aussi. Bonsoir. Mhm. Ici, Bonsoir. sur vers 4, Mhm. rien ni les vieux jardins reflètent par les yeux. Mhm. C'est une figure d'exagération. Exagération. Oui. Ni les vieux jardins reflétés par les yeux. C'est comme si c'est une exagération, on appelle ça hyperbole. Effectivement, on peut admettre, moi, je n'avais pas même fait la remarque, mais absolument, parce que quelque chose qui ne peut pas être vu par les yeux, ça veut dire donc que c'est une chose qui peut-être dépasse l'entendement. Absolument. Ni les vieux jardins reflétés par les yeux. Effectivement, Absa, tu as parfaitement raison. On peut admettre une qu'on appelle exagération. Voilà, merci. La figure d'exagération, quand l'auteur emploie une exagération, c'est pour faire quoi? L'exagération, quelle est sa valeur d'emploi? Hmm? Absa ou Raki? L'exagération. Quand l'auteur emploie une exagération, quand au Congo, dans le monde séphone, disait j'ai commencé à travailler lorsque les enfants de mon âge tétaient. Ça, c'est une exagération. Qu'est-ce que cela signifie? Oui, Absa? L'autre va mettre en évidence quelque chose pour exagérer, c'est-à-dire, Oui, tu es dans la bonne voie. Continue. Oui, l'auteur veut montrer. Oui. l'autre va exagérer Mhm. ce qu'on ne peut pas croire, ce qu'on ne peut pas croire, Mhm. ce Monsieur, qu'on ne peut Oui, pas exister. effectivement. Donc, c'est... Oui, Cheikh l'auteur peut Bamba. aussi exagérer. Mhm. L'auteur peut aussi exagérer pour arriver à sa fin. À ses fins. Donc, c'est une amplification Oui. d'une chose pour montrer un peu une valeur, pour montrer, pour faire voir quelque chose. On amplifie. C'est-à-dire, parfois, on vous donne des informations qui sont amplifiées dans le sens de vous permettre un peu de mieux de mieux saisir la chose. On va amplifier les faits. Par exemple, on vous donne une information qui dépasse l'entendement dans le souci de vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui existe. C'est ça qu'on appelle exagération ou hyperbole. Quand l'auteur emploie, par exemple, cruel espoir, cruel espoir, cruel espoir, quelle figure de style pouvons-nous avoir là-bas? Cruel espoir, cruel espoir, cruel espoir. Hmm? Geneviève? Exagération. Oui, ça peut être une exagération, mais est-ce que la cruauté va de pair avec l'espoir? Non, non. Donc, quelles qualifications pouvons-nous avoir à part entre ces deux mots-là? Cruel et espoir. Hmm? Cruel et espoir. Oui, Absa? Être peut être oxymore. C'est comme beauté laide. Parce que l'espoir ne doit pas être cruel. Monsieur, L'espoir, hein? c'est pas l'oxymore. Oui, c'est l'oxymore Fatou, c'est bien l'oxymore. Parce que quand on a un cruel espoir, c'est comme si on mettait on faisait une alliance de mots. C'est-à-dire deux mots qui peuvent avoir des appréciations différentes. Parce que cruel ne va pas réellement avec espoir. Hein?
Quand on met en rapport ces deux mots-là, criel espoir, donc réellement, on peut se dire que nous sommes dans l'oxymore, c'est-à-dire l'alliance de mots, deux mots qui ont à peu près des significations différentes. Voilà, donc c'est une oxymore, hein? Merci. Monsieur, Oui, un ennui, désolé. un ennui, Désolé pour l'écrit. désolé. Mhm. C'est pas la personnification. Un ennui, désolé, oui. Mais ces deux mots-là aussi, on peut avoir, nous sommes dans le symbolisme, hein. Ils sont très forts en figure de style. Il y a énormément de figures de style. Même un ennui désolé peut être ce qu'on appelle deux mots qui peut-être même disent la même chose, comme monter en haut. Parce que l'ennui, c'est désolant. L'ennui, c'est désolant. Donc, ennui désolé, c'est comme s'il mettait en rapport deux mots qui ont à peu près la même signification. Hein? Donc, D'accord. voilà. Donc, dans un texte symboliste, c'est comme dans un texte surréaliste. Ils sont dans les images. Parce que l'image parle plus que les mots. Et là, eux, ils cherchent à ce que les lecteurs puisent dans leur imagination pour pouvoir comprendre un texte symboliste, un texte de Mallarmé, un texte de Rimbaud, un texte de Voltaire. Hein? C'est non, pas Voltaire, un texte de Baudelaire, autant pour moi. Donc Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, c'est des poètes symbolistes qui, eux, ne voient pas de la même manière la poésie. Pour eux, la poésie est hermétique. La poésie est réservée à une élite. Et ce n'est pas n'importe qui doit déchiffrer les poèmes. Parce qu'il faut avoir la grandeur, il faut avoir la maîtrise du verbe pour pouvoir décortiquer tout ce que le poème regorge comme enseignement. Donc là, les figures de style, quand on va faire le développement, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de choses qu'on va parler. Il y aura beaucoup de choses qu'on va évoquer parce que le symbolisme est un courant littéraire très, très hermétique. Voilà. Donc, il y a d'autres figures de style aussi. Khady Diagne a levé la main, Mohamedou aussi, Fall, Nouruddin Fall, Nasiruddin Fall. Fatoumata Fadiga Gueye aussi. Oui, Mohamedou? Je voulais revenir sur l'ennui désolant, mais vous avez déjà répondu à cela. Merci, merci Mohamedou. D'accord. Les autres? Awa Gueye. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Khady. Sur le vide de papier que la blanche défend. Sur le? On a vide de papier que la blanche défend. Ici, on ne peut pas parler de la personnification ou pas. Le vide papier que la blancheur défend. On peut avoir quoi? Personnification. Personnification. Que la blancheur défend. Oui, oui. Comme on l'a dit, énormément de figures de personnification, énormément de métaphores, énormément d'hyperbole et d'exagération. Un ennui, désolé par les cruels espoirs. C'est oxymore. Oui, effectivement, crois encore à l'adieu suprême des mouchoirs. Regardez cette image-là. L'adieu suprême des mouchoirs. Et peut-être les mains invitant les orages. Regardez aussi cette image-là. Les mains. Connaissez les mains? On va revenir sur ça. Invitant les orages. Sont-ils de ceux qu'un vent penche? Un vent penche aussi. Sur les naufrages. Perdu. Sans main. Sans main. Ça aussi, c'est une répétition. Ni fertile îlot. 3 points d'expansion. Mais, ô mon cœur, entends le chant des matelots. Voyez, un peu pour dire que le poème est un texte très, très, très imagé. Voilà, donc on n'a pas trop de temps, mais on devait faire dans chaque vers une étude sérieuse pouvant nous montrer que dans un texte symboliste, on peut évoquer beaucoup de choses. Mais juste pour vous dire que ça, c'est une manière de revenir un peu sur la technique. C'était un travail préliminaire
que je ne devais même pas faire, mais c'est en guise d'introduction. Donc là, je vais revenir un peu sur le corrigé pour vous montrer comment est-ce qu'on va faire pour une dissertation. Voilà, regardez. On avait dit, vous ferez de ce texte un commentaire suivi ou composé. Dans le cadre d'un commentaire composé, vous pouvez par exemple analyser les sentiments successifs éprouvés par le poète et dégager le sens symbolique du poème. Voilà, donc j'ai proposé quelque chose qu'on va lire ensemble et évoquer ensemble pour voir comment est-ce que vous pouvez faire un commentaire texte. Regardez le corrigé. J'ai mis en A l'introduction. Ça, c'est symbolique. Ce n'est pas du Coran ni de la Bible, mais c'est juste une sorte de correction pour vous permettre de savoir comment on fait un commentaire. Dans la leçon du commentaire, j'avais dit que pour l'introduction, on peut amener le sujet, c'est-à-dire on peut faire la présentation ou la situation par paratexte. Le paratexte, c'est l'ensemble des éléments qui entourent le texte. Ça, c'est très simple. Beaucoup d'élèves connaissent ça. Ce texte intitulé Demain dès l'aube est extrait de l'œuvre Les Contemplations, publié en 1856 par le chef de file du romantisme Victor Hugo. Point. Cette phrase-là, tout le monde peut le faire parce que les éléments sont visibles, c'est des éléments paratextuels. Paratexte, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments qui tournent autour du texte. Le titre, l'auteur, l'œuvre, date de publication, maison d'édition, c'est des éléments que nous avons devant nous. Mais moi, je dis que ça, c'est pour les élèves de première ou bien même des élèves de seconde, mais pas des élèves de terminale qui veulent avoir le bac avec la manière. Je dis, il faut faire la présentation par contexte ou par thématique. Et là, j'ai parlé du thème. J'ai dit le thème de l'exil, de l'errance. Nous sommes dans le symbolisme. Pour dire qu'un intellectuel, la classe de terminale, c'est un tout. Parce qu'on arrive à terme. C'est ça qui fait qu'on appelle ça terminal. En terminal, il faut terminer. Le thème de l'exil, de l'errance est inscrit au fronton de la poésie symboliste. Point. À partir de cette phrase-là, le correcteur sait que moi, je comprends le symbolisme. Je comprends aussi le thème le plus essentiel, qui est l'errance, qui est l'exil, qui est le voyage. Point. Donc, le thème de l'exil, virgule, de l'errance. Donc, vous voyez, la virgule là me permet de voir que l'exil a une même valeur que l'errance. Et inscrit au fronton de la poésie symboliste. Quand on parle de fronton, c'est au devant. Donc, c'est en première ligne. Donc, ce qui intéresse plus les symbolistes. Point. Et Stéphane Mallarmé ne résistera pas à l'appel du large. Hanté qu'il est par l'eau de la poétique, et il va gratifier la scène littéraire d'un chef-d'œuvre intitulé Poésie, publié en 1865, d'où est extrait notre texte Brise marine. Point. Regardez donc. Du début jusqu'à Brise marine, c'est ça qu'on appelle la présentation. Présentation, c'est quoi? Je donne des informations sur le texte. Regardez, Brise marine, c'est le titre. Poésie, c'est l'œuvre. La date de publication, 1865. Le chef de file, non, pas le chef de file, en tout cas l'auteur est Stéphane Mallarmé. Son courant, le symbolisme. Donc regardez, dans ces deux phrases-là, j'ai donné toutes les informations qui peuvent nous permettre de comprendre comment présenter un texte. Donc si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai fait, le thème de l'exil, virgule, de l'errance, est inscrit au fronton de la poésie symboliste, point. Et Stéphane Mallarmé ne résistera pas, c'est-à-dire n'est pas indifférent, parce qu'il est symboliste, à l'appel du large, virgule, hanté qu'il est par l'au-delà. C'est-à-dire lui aussi, il veut aller l'au-delà poétique. C'est-à-dire il veut aussi transpercer les mystères de la poésie. Et il va gratifier la scène littéraire d'un chef-d'œuvre. Son chef-d'œuvre est intitulé Poésie, on souligne. Publié en 1865, d'où est extrait notre texte Brise marine. Point. Donc voilà la présentation. C'est la première chose à faire dans le commentaire. Je laisse l'appréciation aux élèves. Si vous avez des questions, parce que c'est un cours interactif. Si vous avez des questions sur la présentation, ou bien ce que vous n'avez pas compris, vous levez la main et on va discuter ensemble. Oui, Fatimata Fadiga Gueye a levé la main.
Marie-Françoise Carvalho aussi, Cheikh Bamba Diop, Fatou Seck, Seynabou Sène. Levez la main. Monsieur, Oui, Cheikh Bamba. Monsieur, vous nous, pouvez reprendre nous, la, nous, la... on définit quoi le symbolisme? Oui, c'est possible, par exemple. Oui. Oui, On tu peux donne me une donner un exemple? Comme nous avons fait l'autre fois une texte de Vini Vidi Vici Mhm. de Victor Hugo, Oui, mais on a commencé par une définition. oui. Par exemple, donne-moi ça. Ou bien tu Attends, n'as je pas regarde. ça en tête? Non, mais il a donné deux exemples de définition, Effectivement, il a défini quoi? d'introduction. L'un, il Oui. a dit Victor Hugo était un poète Mhm. reconnu du 19e Mhm. siècle appartenant au courant romantique. Très Ainsi, bien. ce dernier permettait aux poètes d'exprimer leur souffrance. Effectivement. C'est probablement dans cette perspective que s'inscrit ce texte poétique Mhm. de Victor Hugo, Vini Vidi Vici, extrait de son recueil Les Contemplations, publié en 1856. Très bien. Et Après, l'autre exemple, oui? il donne l'idée générale. Non, non, on est en train non, attends, Cheikh Bamba. Voilà, on va aller étape par étape. Tu m'as donné, on est en train de voir seulement la présentation et la situation. Pas encore dans Mais l'idée ça se générale. limite sur souffrance. Très bien, merci beaucoup. Ça se limite Donc, sur souffrance. d'où est extrait notre texte? Très bien. Voilà. Donc, le prof est parti du courant littéraire. Très bien, ça c'est possible. On peut le faire, c'est ça qu'on appelle le contexte littéraire. Hugo appartient à un courant. Ce courant défendait des idées. C'est comme on donne un texte de Senghor, tu peux définir la négritude comme un mouvement pour la réhabilitation de la race noire. Donc ça, c'est un contexte de naissance. Ça, c'est possible. J'ai dit et je répète que pour faire la présentation, on peut présenter par rapport au paratexte, qui est beaucoup plus facile et que beaucoup de profs aussi n'aiment pas parce que ça, c'est facile. Le texte est intitulé extrait de, publié en par. Ça, c'est simple. Mais les profs aiment le thème. Ils partent du thème, de la thématique, ou bien ils partent du contexte de naissance du texte. Parce que quand on parle de présenter, on doit donner toutes les informations par rapport au texte. Ici, j'ai parlé de symbolisme. J'ai parlé du thème de l'errance, donc de l'exil, du thème du voyage. J'ai parlé aussi du titre, Brise marine. J'ai parlé de l'œuvre, Poésie. J'ai parlé de la date de publication, 1865. J'ai parlé aussi de Stéphane Mallarmé. En 2 phrases, j'ai donné toutes les informations qui peuvent nous permettre de comprendre un peu le texte et ses origines. Voilà un peu la présentation. Donc, pour récapituler, la première chose à faire quand on a un texte comme ce dernier, comme ce texte-là, Brise marine, extrait de l'œuvre Poésie, publié en 1865, 65 par Stéphane Mallarmé, on donne des informations qui peuvent nous permettre de nous approprier du texte. Donc, j'ai dit le thème de l'exil, virgule de l'errance, est inscrit au fronton de la poésie symboliste. Point. Et Stéphane Mallarmé ne résistera pas à l'appel du large, hanté qu'il est par l'eau de la poétique, et il va gratifier la scène. Gratifier la scène littéraire, c'est il va écrire un chef-d'œuvre intitulé Poésie, publié en 1865, doit extraire notre texte, Brise marine. Donc, la première chose à faire, c'est la présentation et la situation. Maintenant, après la présentation et la situation, on va donner l'idée générale. Maintenant, quand on dit l'idée générale du texte, c'est l'idée qui traverse tout le texte. Donc, ici, regardez, moi j'ai dit, dans ce texte, virgule, l'affirmation ardente du rêve d'un mystérieux ailleurs est manifeste. Point. Ce rêve, d'abord, ça c'est le plan. Mais dans ce texte, l'affirmation ardente du rêve d'un mystérieux ailleurs est manifeste. Regardez, en une petite phrase, j'ai donné l'idée. L'idée c'est quoi? Il veut avoir un ailleurs meilleur, un mystérieux ailleurs. C'est-à-dire, il ne veut pas rester dans son milieu naturel. Il veut transpercer un peu les mystères et aller dans un autre monde. C'est ce qu'on appelle un ailleurs meilleur. Et ça apparaît dans tous les poètes, dans tous les poèmes symbolistes, on a ce désir-là.
Et là, vous allez avoir l'exemple de l'Albatros de Charles Baudelaire. Tout le monde connaît ce poème-là. Donc, pour dire que c'est des poètes qui veulent se départir un peu du carcan de la vie. Parce que la vie est un problème. Nous sommes dans un carcan. Nous sommes dans une chose monotone. Et la vie a beaucoup de choses qui ne sont pas trop importantes. Donc, il faut aller vers un autre ailleurs pour se soulager, pour se départir de tout ce fardeau-là qui est né de la hantise de la vie, de la médiocrité de la vie. C'est ça qui fait qu'on les appelait les poètes maudits. Les poètes symbolistes, on les appelait les poètes maudits. Pourquoi ils étaient maudits? Parce qu'ils étaient incompris. Parce qu'ils ne voulaient pas parler de tout ce que les gens là parlent. Ils veulent avoir une autre destination. C'est ça qui fait dire l'affirmation ardente du rêve. C'est-à-dire qu'ils rêvent d'un mystérieux ailleurs. C'est-à-dire un voyage, un endroit un endroit calme pour se réfugier est manifeste. Très bien. Donc, selon vous, si vous avez cette phrase-là, dans ce texte, l'affirmation ardente du rêve d'un mystérieux ailleurs est manifeste. Ailleurs, j'ai mis ça entre guillemets. Pourquoi j'ai mis ça entre guillemets? Parce que c'est une quête. Les poètes symbolistes sont dans une quête d'un ailleurs. Et ailleurs, je mets ça entre guillemets parce que c'est un rêve. C'est un mystère qu'il faut explorer. Voilà donc l'idée générale de ce texte-là. Et le plan va venir. Mais l'idée générale, je l'ai mis en une seule phrase. Dans ce texte, l'affirmation ardente du rêve d'un mystérieux ailleurs est manifeste. Donc, si vous n'avez pas compris, je reviens sur ça, sur la présentation et sur l'idée générale. Donc, je peux vous donner aussi la parole pour 1 minute 2. On va revenir sur un peu l'idée générale. Il y a Insa Sadio qui a levé la main. Seynabou Sen. Seynabou. Cheikh Bamba. Ici, c'est du général au particulier. C'est du général au particulier, oui. Qu'on a amorcé. Ok. Monsieur. Oui. Ici, sachant que le poème des symbolistes est codifié, comment faire pour arriver le thème, quoi? Pour faire sortir le thème. Pour faire sortir? Le thème. Le thème. Là, on va étudier les champs lexicaux. Si vous regardez les champs lexicaux, il y a beaucoup de mots qui renvoient au voyage. Et d'abord, le titre brise marine. Nous sommes dans la mer. La mer, il y a des bateaux. Regardez ici, c'est mât. On parle de matelot. On parle de mâture. On parle de désert. On parle de oiseau. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui renvoient au voyage. On parle de l'encre avec A. Si vous regardez la dernière phrase de la première strophe, c'est lève l'ancre. Lever l'ancre, quand on le dit, c'est partir. Lever l'ancre, quand on le dit, c'est partir. Et pour une exotique nature, ça veut dire qu'on doit explorer d'autres signes. Donc, pour pouvoir connaître la thématique du texte, il faut étudier les différents champs lexicaux. Parce que les différents champs lexicaux nous permettent de comprendre l'organisation du texte, ce que développe le texte. Et ici, si vous regardez bien, il y a beaucoup de mots qui renvoient à la mer, qui renvoient au voyage, qui renvoient à l'eau. C'est comme si on devait quitter ce monde-ci pour aller vers un autre. Et là, il y a une phrase seulement qui peut nous permettre, et aussi le verbe fuir, fuir encore, pour dire qu'il faut aller quelque part. Quand tu fuis, ça veut dire que tu vas quelque part. Donc là, c'est l'utilisation et l'exploitation des champs lexicaux qui peuvent nous permettre de mieux comprendre la thématique. Et ça. D'accord, j'ai compris. Oui, un autre. C'est bon? Voilà, on continue. Parce qu'on avait dit, dans le cadre d'un commentaire composé, vous pouvez par exemple analyser... Oui. Oui, Mam Diao, oui. Dans le thème.
Dans le thème. Dans le thème, oui. On peut dire, dans ce poème, l'auteur montre le désir d'évasion et de voyage intérieur. Effectivement. L'auteur, dans ce poème, l'auteur répète. L'auteur montre le désir d'évasion et de voyage désir d'évasion. Absolument. Donc, dans ce texte, l'auteur montre le désir d'évasion. C'est la même chose. Quand je dis mystérieux ailleurs, donc c'est un désir d'évasion. Donc, un désir de quitter un endroit vers un autre. Effectivement, mam, on peut dire la même chose. Effectivement. Un autre. La Diana Touré, Zainab Gueye, Diata Touré, Baba Mahrez Faye aussi, a levé la main. Zainab Gueye, Fatoumata Fadiga Gueye aussi. Diata Touré, tu as levé la main. Zainab. Oui, Seynabou Sène. Oui, Oui, on vous écoute. monsieur, Oui. pour sortir l'idée générale du texte, Mhm. on se fie uniquement au champ lexical. Oui, les champs lexicaux, parce que beaucoup d'élèves se basent sur la consigne. Alors que la consigne est beaucoup plus pour le plan. Oui. Bien que vous pouvez vous baser sur ça pour comprendre. Parce qu'ici, la consigne vous dit, dans le cadre d'un commentaire qu'on peut montrer par exemple, vous pouvez analyser les sentiments successifs exprimés par le poète et dégager le symbolisme du poème. Là, on n'a pas le mot voyage. On n'a pas le mot rêve. On n'a pas le mot, par exemple, errance. Mais vous comprenez que la poésie, par les figures, par les différents champs lexicaux, on est dans une quête d'un ailleurs. Vous comprenez? Oui, j'ai Là, vous compris. dites que quand l'auteur emploie des mots, à partir de ces mots, parce que le champ lexical, pourquoi l'étude des champs lexicaux est importante pour un commentaire, c'est que les champs lexicaux nous permettent de voir, par exemple, les différentes orientations du texte. Parce qu'on appelle champ lexical l'ensemble des éléments qui renvoient à un domaine. Par exemple, ici, on a le domaine du voyage, de la mer. Regardez tous les mots qui renvoient à la mer, qui renvoient au voyage. Il y a énormément de mots qui renvoient au voyage. Lever l'ancre, fuir, la mer, brise marine, il y a la mer. Il y a beaucoup de mots donc qui renvoient à un voyage. Et donc, à partir de là, on peut donc admettre et comprendre qu'il y a une idée qui traverse tout le poème. Parce que l'idée générale, c'est toujours une idée qui traverse tout le poème, c'est-à-dire du début à la fin. Et pour savoir ça, oui, et pour savoir ça, il faut étudier les différents champs lexicaux. Oui. Mhm. Merci. Merci, Seynabou. Merci, monsieur. Oui, un autre. Baissez la main. Un autre. Sinon, on continue. Voilà. Après l'idée générale, maintenant, place maintenant au plan. Regardez. Ce rêve, virgule. Ce rêve, virgule. Donc, d'abord, prend la forme d'une rupture qui l'afflige, pour se préciser ensuite au travers d'un réseau lexical très symbolique du voyage. Donc, l'introduction du commentaire, je l'ai dit depuis la leçon précédente. Dans l'introduction, on peut travailler jusqu'à convaincre notre correcteur à partir d'abord de la situation qu'on appelle présentation, après l'idée générale. On appelle idée générale l'idée qui traverse le texte. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Le plan. Voilà donc en gros les trois éléments qui nous permettent de faire une introduction. Situation, idée générale, plan. Donc le plan commence par ce rêve. D'abord, ensuite. Et donc, il y a deux axes. D'abord, prend la forme d'une rupture entre le poète et la laideur de la vie quotidienne qui l'afflige.
Je ne sais pas si vous avez compris cette phrase-là. La forme d'une rupture entre le poète et la laideur de la vie quotidienne. C'est-à-dire, le poète vit dans une situation qui n'est pas confortable. Donc ça, c'est ce qu'on doit montrer d'abord. Comment le poète vit dans une situation inconfortable. Ensuite, au travers d'un réseau lexical très symbolique du voyage. Maintenant, après avoir connu une vie laide, l'auteur part pour un voyage. Donc, à partir de cette phrase-là, on sait que le candidat fait ce qu'on appelle un commentaire composé. Ce rêve, d'abord, prend la forme d'une rupture, donc, entre le poète et la laideur de la vie quotidienne. La vie quotidienne, c'est la vie terrestre. Et comme il y a une laideur qui afflige le poète, qui le prend en otage, donc tous les moyens sont bons pour trouver le bonheur. Et il va trouver le bonheur que dans le voyage. Donc, il a un réseau lexical très symbolique. Donc, c'est l'ensemble des éléments qui renvoient au voyage qui est employé ici. Mais avant que le voyage ne soit entamé, il faut savoir que le poète vit dans une situation inconfortable. Et cette situation inconfortable le pousse à quitter ce monde bourré de malheur pour aller vers un ailleurs. Et cet ailleurs-là, moi, je l'appelle un mystérieux ailleurs dans l'introduction. Donc, à partir de cette phrase-là, j'ai évoqué deux éléments qui peuvent nous permettre de faire un plan. D'abord, la forme d'une rupture. Tout le monde sait que beaucoup de poètes symbolistes connaissent une rupture entre le monde sensible, le monde dans lequel ils évoluent. Et ils aspirent trouver solution, trouver remède vers un autre monde, à travers un voyage, à travers le rêve, à travers l'errance, pour pouvoir combler ce vide-là qui est né d'un malaise. Et ce malaise-là, c'est que se trouve dans la société, se trouve dans la vie quotidienne. Donc, ils préfèrent créer un autre monde pour s'y réfugier. Donc, voilà, de façon ramassée, l'introduction du commentaire de ce texte Brise marine. Donc, vous pouvez poser des questions par rapport au plan, par rapport à l'idée générale, par rapport à la situation. Voilà les trois éléments qui peuvent nous permettre de faire un commentaire de texte, c'est-à-dire l'introduction du commentaire. Situation, idée générale, plan. Donc, je vous donne la parole pour pouvoir poser vos questions avant d'entamer le développement, parce que le temps nous est compté et il faut faire la conclusion aussi, le développement et la conclusion. Si vous avez des questions, je vous écoute. Salimata Keita, Seynabou, oui? Monsieur, Oui, Salimata. le plan, il peut être posé sous forme de question. Le plan Oui, peut être posé sous forme de question. Bon, mais le plan sous forme de question, bon, c'est possible, mais en tout cas, c'est pas trop. Oui, c'est bien possible quand on fait un commentaire composé. Mais dans le cadre d'un commentaire suivi, vous devez, par exemple, découper le texte en vers. Tu dis, par exemple, du vers 1 au vers 7, on donne un titre. Ça, c'est le commentaire suivi. Par exemple, du vers 1 au vers 7, l'auteur évoque le malaise de la vie terrestre. Du vers 8 à la fin, l'auteur nous étale son désir de se hisser dans un piédestal pour fuir les réalités. C'est possible. Là, Parce on que fait pour un commentaire. Oui. nous, dans notre classe, on nous impose de faire pour la dissertation ou le commentaire des plans sous forme de questions. Oui, c'est possible. Chaque prof a sa manière de traiter les choses. Parce qu'en dissertation, c'est bien possible de faire un plan sous forme de question, parce que la dissertation est une réponse personnelle à une question posée. Et qui parle de réponse parle de question. Mais le commentaire, c'est une explication de texte. Ce n'est pas beaucoup plus comme la dissertation où il faut poser des questions, comme la problématique et autres. Même le commentaire, il y a certains profs qui veulent que la problématique soit posée. Il y a des profs dans leur démarche. Nous aussi, on pose la problématique. Voilà, maintenant, le problème, c'est quoi? Un texte peut avoir trois problématiques? Oui. Une dissertation peut avoir une seule problématique. Oui. Mais un texte qui est écrit, par exemple, en 500 mots, 600 mots, peut avoir trois problématiques?
Oui, Dans ce cas, qu'est-ce que tu dois faire? on pose les trois rek. Ah, gis nga. Après, on va poser aussi le plan. Oui. Vous voyez que parfois aussi, c'est un peu compliqué. Moi, je me dis que il faut rabaisser les choses à telle enseigne que les élèves comprennent. Vouloir montrer que tu as une maîtrise parfaite des choses aussi, parfois, ça peut créer un blocage. Alors que ce qui intéresse le correcteur, c'est pas voir l'élève comme quelqu'un qui est un auteur qui doit écrire une œuvre ou un mémoire. S'il vous plaît, Salimata. Un Oui. peu de... Oui, le bruit, oui. Pour dire donc que la problématique, bel et bien, on peut admettre, hein, moi je l'admets, mais il faut prendre ça avec des pincettes. Parce qu'on peut avoir un texte qui évoque beaucoup de problématiques. Parce qu'il y a les écrivains sont des artistes. Et qui dit artiste dit art de créer, art de faire. Alors, un texte qui peut avoir plusieurs problématiques. Tu demandes aux élèves de poser la problématique dans l'introduction. Maintenant, si le texte a 2 ou 3 problématiques, laquelle de ces problématiques-là l'élève va évoquer? Presque, vous allez me dire toutes les 3 problématiques. D'accord. Quand tu poses 3 problématiques, ça veut dire quoi? Une problématique seulement doit avoir normalement 2 à 3 réponses. Une seule problématique. Une seule problématique doit avoir une thèse, une antithèse et parfois une synthèse. Une seule problématique. Maintenant, toi, tu poses 3 problématiques. Donc, tu auras combien de parties normalement? Ça, je vois et je comprends et je connais certains profs qui le font. Alors, donc, ça pose problème chez les élèves. Moi, en tout cas, pour affronter le bac, parce que même dans le corrigé du bac, il n'y a pas problématique. Dans le corrigé du bac qu'on propose aux élèves, il n'y a pas problématique. Et je pense que c'est le baromètre le plus fiable. Le corrigé du bac, c'est le baromètre le plus fiable. Et dans le corrigé du bac, on propose aux élèves de nous faire ces 3 étapes-là. Et là, on va voir que l'élève a compris parce qu'il nous a donné des informations sur le texte, situation, présentation. Il a donné l'idée générale du texte. Et maintenant, l'idée générale, ce n'est pas une partie, d'accord? L'idée générale maintenant peut traverser le texte du début à la fin. C'est ça qui fait que moi, je parle des champs lexicaux pour pouvoir mieux faire une idée générale. Au lieu de se baser sur le plan. Parce qu'il y a des élèves qui vont répéter ce qu'ils vont écrire dans le plan. C'est la même chose qu'ils vont écrire dans l'idée générale. Là, ce n'est pas intelligent. Alors que l'idée générale, il suffit de voir le texte, de lire le texte, de comprendre le texte. Vous pouvez déduire la quintessence du texte qui peut être en général le résumé du texte. Parce qu'un titre, c'est le premier résumé du texte. Ici, brise marine nous donne une information. Brise marine. Donc, nous sommes dans un voyage qui peut être dans la mer. Brise marine. Seulement, le fait qu'on comprend seulement le titre peut nous donner une information sur le texte. Donc, tu as parfaitement raison. Il y a beaucoup de profs qui enseignent ça, mais moi, je ne suis pas contre, mais juste pour dire que je suis trop méfiant par rapport à ça. Parce que aussi, parfois, vous pouvez tomber sur un texte qui a plusieurs problématiques en même temps. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on va faire? Là, ça devient un peu difficile. C'est bon? Oui, un autre, il y a Tamsir, Malik Kebe qui est là, Seynabou Sen, Mbayang aussi Mbake. Oui, Seynabou? Mhm. Oui, Mbayang? Mbayang Mbake, tu peux prendre la parole? OK, donc on va entamer directement le développement. Oui, Oui, Mbaye? Monsieur, Oui, ici, comment le voyage était présenté? le voyage est présenté de façon symbolique, c'est-à-dire que c'est un voyage imagé, c'est un voyage imaginaire, c'est un désir de s'évader, un désir de quitter ce monde où il y a beaucoup de laideur. La vie quotidienne est laide. Donc, c'est un voyage c'est comme chez nous, quand on a un chômeur qui vit dans une situation inconfortable, il se réfugie derrière sa cigarette ou bien derrière autre chose pour un peu oublier les soucis. Quand il prend ça, il est dans un autre monde.
qu'est-ce qu'il D'accord. fait? Il quitte ce monde sensible. Mais ça, c'est pas physique. C'est un voyage qui est un voyage spirituel, qui est un voyage métaphysique, qui est un voyage qui n'est pas un voyage physique où on quitte un endroit vers un endroit, mais c'est un voyage qui dépend d'un désir de se soulager, d'un désir de se départir de ce carcan-là qui est la vie. C'est ça qu'on appelle ce voyage-là, qui est un voyage imagé et imaginaire. Merci beaucoup. Merci, Sorna. Voilà, donc on va entamer directement le développement. C'est ici qu'il faut être très, très, très vigilant. J'ai juste évoqué et donné ce que je peux faire. Mes commentaires, on peut commenter énormément de mots dans un texte. Énormément, énormément de mots dans un texte. Voilà. Donc, dans le développement, j'ai dit, dès l'entame du texte, on retient que le malaise du poète est double. Donc, il y a deux choses. Le malaise du poète est double. Il souffre dans sa chair et dans son esprit. Vous savez, quelqu'un peut souffrir dans sa chair, c'est-à-dire il est maltraité. Mais quelqu'un peut souffrir aussi dans son esprit, c'est-à-dire il a un problème qu'il ne peut pas dévoiler, qu'on ne peut pas voir. Donc, c'est ça, ce qu'on appelle un double malaise. Donc, il y a un double malaise du fait qu'il souffre dans sa chair, c'est-à-dire dans son aspect physique, mais aussi il souffre dans son esprit. Regardez le vers 1. Quand il dit, la chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. La chair est triste, donc il y a un malaise qui touche à son corps. Mais j'ai lu tous les livres aussi. Quand il dit j'ai lu tous les livres, c'est comme s'il devait avoir refuge par rapport à la lecture, mais malheureusement, il dit hélas. Et ça, c'est très simple à comprendre. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. À partir de cette phrase-là seulement, on comprend que dès l'entame du texte, on retient que le malaise du poète est double. 2 points. J'explique ces deux malaises-là. Il souffre dans sa chair et dans son esprit. J'ai mis vers 1. Je devais mettre l'accent, c'est-à-dire dans un commentaire en français, après avoir expliqué une chose, on va justifier ça par un élément du texte. J'ai dit vers 1. Aucune des deux souffrances ne semble l'emporter sur l'autre. C'est comme s'il est tiraillé entre ces deux. D'ailleurs, l'emploi de hélas et du point d'exclamation suggère tout son désarroi au même point. Relisez ces deux phrases-là, si vous êtes avec moi. Dès l'entame du texte, on retient que le malaise du poète est double. 2 points. Il souffre dans sa chair et dans son esprit. Vers 1. Aucune des deux souffrances ne semble l'emporter sur l'autre. C'est-à-dire, c'est comme s'il est tiraillé entre ces deux-là. D'ailleurs, l'emploi de hélas et du point d'exclamation suggère tout son désarroi. Point. Est-ce que j'ai parlé dans ce texte, l'auteur veut dire qu'il est triste, il emploie hélas, il a lu tous les livres. Regardez. Non. Le commentaire, c'est ce qu'on a compris. Moi, j'ai compris que l'auteur souffre doublement. Aussi bien dans sa chair, physiquement, que dans son esprit, moralement. Et quelqu'un qui souffre, c'est ça qu'on appelle le premier point. Donc, il est dans un malaise existentiel qui le pousse au voyage. Et le voyage serait au 2e chapitre, c'est-à-dire à la 2e partie. Mais d'abord, on va évoquer l'aspect de la souffrance. Donc, la souffrance n'est pas seulement physique, mais la souffrance aussi est morale. Et le fait de dire « j'ai lu tous les livres » montre que spirituellement, moralement, mentalement, il ne tient plus. Quand il dit aussi la chair est triste, physiquement, il ne tient plus. Et le mot hélas et le point d'exclamation symbolise ce désarroi. Point. Donc, on va étudier ces 2, voire 3 phrases-là. Si c'était vous, qu'est-ce que vous allez me dire? Ou bien ce que moi j'ai dit, qu'est-ce que vous avez compris? Ou bien qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous levez la main, je vais expliquer. Oui, Fadiga? Dans la phrase où vous dites aucune des deux souffrances ne semble l'emporter sur l'autre. C'est cette phrase-là que je ne comprends pas. Aucune des deux souffrances ne semble l'emporter sur l'autre.
Voilà. Vous savez, parfois, une personne peut souffrir plus physiquement que mentalement. Vous êtes d'accord? Oui. Parfois, une personne peut souffrir plus mentalement que physiquement. Vous êtes d'accord? Tu vois quelqu'un, tu penses qu'il est bien, il porte de beaux habits, il est peinard dans sa voiture et autres, mais moralement et mentalement, il ne tient pas. Mais personne ne peut le voir. Donc celui-là, il souffre intérieurement. À le voir physiquement, tu penses qu'il est peinard, tu penses qu'il est bien, mais dans son fort intérieur, il souffre. Donc celui-là, il souffre moralement. Maintenant, tu peux voir quelqu'un qui combine les deux. Tu peux voir quelqu'un, tu sens que tu le vois physiquement, il n'est pas bien, mais pire, moralement, il n'est pas bien. C'est ça qui fait dire que le poète ne peut pas, c'est-à-dire il est tiraillé entre les deux. C'est-à-dire physiquement, il ne tient plus, mais moralement aussi, il ne tient plus, et les deux vont ensemble. Donc, aucune des deux souffrances ne l'emporte sur l'autre. C'est-à-dire il n'est pas trop malade physiquement, il n'est pas trop aussi moral mentalement. Les deux vont ensemble, les deux vont de pair. Vous comprenez? C'est Oui, ça oui, oui. qui fait dire qu'aucune des souffrances ne l'emporte sur l'autre. D'accord, merci. Ouais, merci. Il y a aussi Sokhna Mbaye. Monsieur, Oui. quels mots ou images traduisent la souffrance intérieure? La souffrance intérieure, ici, quand il dit j'ai lu tous les livres. Oui. Vous savez, la lecture, on dit la lecture soulage. La lecture est une confidence. La lecture est un ami. La lecture nous permet d'oublier les soucis. Mais lui, il a lu tous les livres. Mais hélas, vous voyez? Oui, oui, d'accord, Donc, merci. il est triste parce que normalement, une lecture qui devait le soulager, enlever tout son chagrin, malheureusement, il a lu tous les livres. Mais hélas. Donc là, c'est une souffrance intérieure. D'accord, Voilà, on continue. merci. Merci. Donc, je continue. De même, la conjonction de coordination est qui débute le deuxième hémistice du vers 1 exprime un constat d'échec. Regardez le vers 1. Quand il dit « et j'ai lu », donc c'est pour répondre un peu à Fadiga, la chair est triste, hélas, et ce « et-là » montre que les deux vont ensemble. C'est la conjonction de coordination qui exprime ça. C'est-à-dire les livres considérés comme les nourritures spirituelles. J'explique ça. Vous voyez, les livres considérés comme les nourritures spirituelles ont perdu tout leur pouvoir de consolation. Ainsi, l'ennui est total et tout devient laid aux yeux du poète. Les oiseaux sont ivres. Vers 2. Les oiseaux sont ivres. Regardez, je répète encore. De même, la conjonction de coordination est qui débute le deuxième hémistiche. Hémistiche, c'est quoi? C'est quand on divise le vers en deux parties égales. Il y a ce qu'on appelle la pause forte qui figure au centre du vers, qu'il divise en deux parties égales. C'est ça qu'on appelle hémistiche. Du vers 1 exprime un constat d'échec, c'est-à-dire les livres considérés comme les nourritures spirituelles. J'ai mis ça entre guillemets parce que ça ne fait pas partie du texte, ont perdu tout leur pouvoir de consolation. Ainsi, l'ennui est total et tout devient laid aux yeux du poète. Les oiseaux sont ivres. Point, ou bien 2 points. Ce sont là les prémices de la rupture entre lui et le train-train de la vie quotidienne. Vous voyez, donc là, il semble vraiment être désespéré. Il va consommer maintenant la rupture. D'où la pertinence de l'emploi du présent de l'indicatif. Ce que je disais tantôt. Donc, regardez ici le présent de l'indicatif quand il nous dit la chair est triste. La chair est triste. Et quand il dit je sens, présent de l'indicatif. Il dit aussi la clarté déserte de ma lampe. Il dit aussi la blancheur défend, présent de l'indicatif. Il emploie aussi allaitant, balançant, qui sont des participes présents qui montrent que l'action dure dans le temps et dans l'espace. Quand je dis mangeant, c'est-à-dire le fait de manger prend un temps. Il parlait en mangeant. Il dit balançant, allaitant.
Oui, donc là, c'est des temps qui renvoient au présent. Et donc, le désarroi dans lequel se trouve le poète dure dans le temps et dans l'espace. C'est ça qui fait qu'il emploie le présent de l'indicatif. Donc, d'où l'emploi du présent de l'indicatif. Point. Dès lors, l'éloignement du poète par rapport à la vie et au monde se précise et semble être définitif. L'emploi du présent seulement montre ça. Dès lors, l'éloignement du poète par rapport à la vie et au monde se précise et semble être définitif. Point. Je continue. La double négation du verbe 4. Rien, ni. C'est une double négation. Rien, ni. La double négation du verbe 4. Rien, ni. Vous suivez avec moi, hein? L'exprime dans le fond. Point. Ce refus de s'attacher aux choses terrestres, les vieux jardins, la jeune femme allaitant, s'amplifie et se laisse aisément deviner au travers d'une syntaxe disloquée, d'un langage désarticulé. Ça veut dire que même dans sa manière d'écrire, il n'a plus cette force-là de continuer. Il n'a plus cette force-là d'être dans la logique. Il emploie ce qu'on appelle un langage désarticulé. Je vais revenir sur ça. Voilà, l'apostrophe très lyrique, ô nuit. Ça, l'apostrophe, ça aussi c'est une forme, c'est une figure de rhétorique. L'apostrophe lyrique, ô nuit, en situation de rejet. Le rejet, c'est quoi? Tu peux me rappeler un peu le rejet? Le rejet, Cheikh Bamba. Il consiste, le rejet, Oui. il consiste à prendre un groupe nominal dans le vers 1, dans le vers 1 et le mettre au début du vers 2. Voilà. Donc, rejet, c'est quand la phrase continue et se prolonge et se termine au vers suivant. Oui, se poursuit et termine. Oui, la partie la plus petite est renvoyée au vers suivant. On appelle ça rejet. Merci beaucoup. Par rapport au vers précédent, en est une... Oui, cher Bambou, oui, je vous écoute. Après, j'aimerais attirer votre attention sur quelle est la fonction de la poésie que ce texte incarne. Oui, on va revenir sur ça. Oui. D'accord. On va revenir sur ça, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, au vers précédent, en est une manifestation. Donc, il y a une sorte de rejet. Et quand on parle de rejet, c'est comme si on ne voulait pas que terminer sur la même lancée, on va essayer d'aller vers une autre dimension. C'est ça qu'on appelle rejet. Regardez, j'enseigne ça à mes élèves dans Demain dès l'aube, à l'heure où blanche la campagne. Ils pouvaient continuer, mais il dit je partirai au deuxième vers. Point. C'est ça qu'on appelle le rejet. La patte la plus petite, je partirai, et renvoie au vers suivant. C'est comme si le poète était impatient de partir. De la même manière ici, le fait de vouloir quitter ce monde qui est bourré d'atrocités, il va faire ce qu'on appelle un rejet. Avec l'apostrophe aux nuits. Et tout le monde sait que la nuit est symbole comment on appelle ça encore, d'ignorance, et symbole d'obscurité, d'obscurantisme, mais l'apostrophe avec un point d'exclamation aux nuits. Il continue. Et est-ce que vous, si vous suivez bien, je quitte le vers 1 pour aller au vers 11, pour revenir au vers 3, c'est ça qu'on appelle commentaire composé. La rupture est consommée au vers 11, avec l'emploi allégorique du terme ennui. L'emploi allégorique du terme ennui. Désignant le poète qui incarne cet état d'âme, sa mise en relief par sa place et la ponctuation très forte qui le suit exprime l'isolement du poète. Son affliction causée par la grande déception dont la cruauté n'a d'égal que la forme antithétique contenue dans l'alliance de mots. Voilà, l'alliance de mots, c'est ce que j'appelle l'oxymore. On appelle ça alliance de mots. Cruel, espoir. Cruel, espoir. C'est l'alliance de mots. L'alliance de mots. L'alliance de mots. Voilà, l'alliance de mots. Regardez bien. Donc, on reprend ça. La rupture est consommée au vers 11. On va revoir le vers 11. Un ennui
désolé par les cruels espoirs. C'est ça qui est fondamentalement un moyen de voir que le poète consomme sa rupture avec son monde. Parce que vraiment, il est désolé. L'espoir n'est plus permis parce qu'il y a une cruauté qu'on appelle un ennui désolé par les cruels espoirs. Voilà ce vers qui montre que la rupture est consommée entre le poète et son monde, cause pour laquelle il doit aller chercher un autre monde. Donc, je continue en disant, en désignant le poète qui incarne cet état d'âme, avec l'emploi allégorique du terme ennui. Ennui ici est employé de façon allégorique. Parce que quand on parle de ennui, c'est une allégorie. Parce que, comme on l'avait dit, il y a un élève qui avait dit ça, allégorie, parce que le voyage, la situation dans laquelle se trouve le poète est vraiment une situation inconfortable. Mais aussi et surtout l'oxymore qu'on appelle alliance de mots. Parce qu'il y a une antithèse qui montre que le poète est dans une situation qu'il n'aimerait pas voir et qu'il est dans l'obligation de quitter. Il est dans l'obligation de chercher une solution, sinon il va vivre toujours et éternellement dans un désarroi. D'où l'alliance de mots cruel, espoir, oxymore. Donc, si vous deviez comprendre cette phrase-là, ou bien qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ce que moi j'ai évoqué? Ça peut paraître un peu compliqué, mais si vous voulez aussi, on va essayer de... On va essayer aussi de revenir sur ça. Si vous avez des questions, on vous écoute. Il n'y a pas de questions? S'il n'y a pas de questions, on continue, parce que ça reste un peu. Mais cette rupture est bien faite de la morosité de la vie. Elle est aussi la réponse du poète pour explorer d'autres cieux. Voilà une phrase un peu qu'on appelle une phrase de transition, montrant qu'on a quitté l'aspect morosité de la vie, l'aspect vraiment désolant de la vie, l'aspect inconfortable de la vie du poète. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est explorer d'autres cieux, c'est le désir de s'évader. Regardez cette phrase-là. Mais si cette rupture est bien faite de la morosité de la vie, elle est aussi la réponse du poète pour explorer d'autres cieux. Parce que tant qu'il n'y a pas cette rupture-là, il ne peut pas aller vers un autre monde. Donc, la situation dans laquelle le poète se trouvait, il va essayer de voir maintenant quelles sont les solutions. Voilà une phrase de transition qui montre que le correcteur va comprendre que j'ai quitté une première partie, je vais maintenant aller vers une autre partie. Voilà. Je dis, loin des médiocrités terrestres et des sources d'ennui, c'est seulement dans les régions sublimes de l'idéal que l'artiste se sentira heureux et capable de réaliser son rêve. Cette phrase-là ne se trouve pas dans le texte, mais c'est une compréhension que moi j'ai de la thématique des symbolistes, de l'étude des symbolistes, et je crée cette phrase-là pour permettre de traiter ce thème-là du voyage, de l'exil. Parce que loin des médiocrités terrestres, donc maintenant, je laisse tout de côté. Et des sources d'ennui, je mets ça tout de côté. C'est seulement dans les régions sublimes de l'idéal que l'artiste, donc le poète, se sentira heureux et capable de réaliser son rêve. Point. Il le sait et il ne se fera pas prier. Et toute l'intention est dans l'infinitif fuir. Vous voyez, je reviens au deuxième ou bien au deuxième vers. C'est ça qu'on appelle commentaire composé. J'ai terminé pourtant la première partie jusqu'au vers 11, mais regardez la deuxième partie, je reviens au vers 2. Le mot fuir qui ouvre le vers 2. Fortement accentué et ponctué. Si vous regardez la ponctuation et aussi la répétition, qui est une figure d'insistance. Pour dire que cette leçon-là, j'ai juste fait l'esquisse, mais je pouvais entrer dans les détails et mieux expliquer. Mais comme c'est 2 heures de temps, on n'a pas trop de temps pour revenir sur ça, mais juste pour permettre d'avoir une idée.
sur n'importe quel texte que vous pouvez faire et que vous pouvez avoir au bac. Voyez, donc regardez, fuir qui ouvre les vers 2, fortement accentué et ponctué. Je continue. Mieux, la répétition du verbe dans un intervalle assez court et la deuxième occurrence de l'exclamation traduisent le désir de vraiment partir. Voilà le mot maintenant que j'étudie. Partir, c'est le voyage. Parce qu'il dit fuir, dit partir. Voilà donc, en résumé, ce qu'on peut comprendre un peu. Je vous laisse, pour ne pas trop vous surcharger, le temps de revenir sur des questions ou bien ce que vous n'avez pas compris. Comme ça, je ne serai pas seulement là pour vous lire ce que j'ai fait, mais pour échanger avec vous aussi. Oui, il y a Salimata qui a levé la main, il y a Ablaye Mbaye qui a levé la main. Monsieur, Oui. lorsqu'on parle de la forme, on devrait préciser c'est quel type de poème ou bien? La forme. Oui. Oui, quand on va dire c'est un poème, que c'est un sonnet ou bien un poème comme ça, ou bien? Oui, oui. Oui, bon, on peut connaître la forme, mais est-ce que connaître la forme va nous intéresser, va nous permettre de savoir ce qui se trouve à l'intérieur du poème? Parce que nous, lorsqu'on faisait le commentaire, le prof, il a demandé à préciser la forme et le fond, en mettant Ah, l'accent ok. sur fond et forme. Très bien. Pourtant, je suis en train de le faire. C'est pas la forme du poème. Quand il dit fond et forme, regardez ici. Je prends une seule phrase et je vous dis que le prof a raison. Il faut étudier le fond et la forme. Regardez. J'ai dit, et toute l'intention est dans l'infinitif fuir. Ça, c'est la forme. La forme, c'est le mot qu'on donne. La forme, c'est pas sonner et autre. La forme et le fond. C'est-à-dire, la forme, c'est le comment. Le fond, c'est quoi. Que dit l'auteur? Comment il le dit? Que dit l'auteur? C'est le fond. Comment il le dit? C'est la forme. Donc, pour le fond et la forme, on doit préciser un vers et décortiquer et expliquer ce vers. Voilà, très bien. Par exemple, l'auteur emploie une figure de style et tu utilises la figure de style comme forme pour expliquer ce que l'auteur voulait dire comme fond. Compris. Tu as compris? Oui, merci. merci. Salimata. Merci. Alors, les autres, je pense qu'il y a Ibrahim Adja qui a levé la main. Ibrahim Adja. Voilà, donc Salimata a posé une question impertinente, hein? Parce que quand on parle d'étudier le fond et la forme, c'est que l'auteur, en voulant dire une chose, il emploie quelque chose pour le justifier. Regardez, par exemple, quand je dis le verbe fuir, et j'ai parlé de la répétition. Donc la forme ici, c'est la répétition du verbe fuir. Ça, c'est la forme. Mais le fond, c'est quoi? C'est le désir de partir. Donc, l'étude du fond et de la forme. C'est-à-dire, l'auteur peut employer une répétition. Il emploie un mot deux fois. Donc là, l'élève va traiter la forme. C'est-à-dire, l'auteur emploie une figure de style comme la répétition. Ça, c'est la forme. Pour expliquer son désir d'insister sur quelque chose, ça, c'est le fond. Donc, on ne va pas dire l'auteur insiste, insiste, insiste. Insister, c'est le fond. Mais comment il le fait? Il emploie une répétition. Donc, c'est ça qui fait que dans un commentaire, il faut allier l'étude du fond et de la forme. Le fond, c'est ce que dit l'auteur. La forme, c'est la manière de le dire. Et la manière de le dire, on l'avait dit depuis le repérage des indices. Si l'auteur emploie le jeu, c'est par l'emploi du jeu qu'il peut expliquer sa personnalité, par exemple. Le jeu, qui est la forme, le fond, c'est la personnalité. Quand l'auteur emploie le tu, par exemple, dans Demain des l'aube, Hugo dit, vois-tu, je sais que tu m'attends. Là, la forme, c'est le tu, vois-tu. Le fond, c'est quoi? La familiarité qui existe entre le poète et sa fille. Donc, l'auteur emploie le pronom personnel tu pour montrer sa familiarité, bien, pour montrer la familiarité qui existe entre lui et sa fille. Donc, l'auteur emploie le tu, c'est la forme. Pour expliquer sa familiarité, c'est le fond. Voilà ce qu'on dit. Il ne faut pas dissocier l'étude du fond et de la forme. Et si vous regardez la manière moi dont j'ai fait, vous allez voir que c'est la même chose. Je n'étudie pas le fond à part, la forme à part,
je montre que l'étude du fond et de la forme, c'est la même chose, ça va de pair. Voyez. Mais la répétition du verbe dans un intervalle assez court, voyez, il a répété fuir, fuir, de façon presque cadencée. Et la deuxième occurrence de l'exclamation, regardez ensuite un autre point d'exclamation, traduit le désir de vraiment partir. L'absence de précision pour le voyage. Maintenant, on ne sait pas là où il va. L'absence de précision pour le voyage à effectuer semble être liée au désir ardent d'aller vaille que vaille partout et nulle part. Vaille que vaille, c'est la même chose, c'est-à-dire en même temps. Vaille que vaille, partout et nulle part. Là-bas. Quand il dit là-bas, là-bas, on ne sait pas c'est où. Donc, c'est partout et nulle part. Regardez donc, Salimata, tu me réconfortes. J'ai parlé de là-bas, c'est la forme. Partout et nulle part, c'est le fond. Et de quitter la laideur du quotidien. Point. L'émotion est à son comble, puisque le poète se projette déjà dans le voyage. Le poète se projette d'abord, bien déjà dans le voyage. Se partir à l'état de projet devient une vérité, devient une virtualité. C'est-à-dire que le partir dont il parlait auparavant, c'était un projet. Maintenant, ça devient une réalité. Quand il dit, c'est tout le sens qu'il faut accorder au futur de l'indicatif je partirai. Voilà maintenant. Il avait dit fuir, il avait dit tout, mais aujourd'hui maintenant, il y a le verbe partir qui est conjugué au futur de l'indicatif. Il sonne comme une décision irrévocable. Parce que je l'ai dit tantôt, le futur est un temps de l'avenir, mais qui est beaucoup plus certain que le conditionnel, qui est l'avenir incertain. C'est pourquoi je dis, il sonne comme une décision irrévocable et le participe présent actif balançant, combiné à l'impératif présent lève, est une preuve. Quand la virtualité est l'actualité du projet, il n'y a plus qu'un petit pas, c'est-à-dire le poète est prêt à partir par tous les moyens. Le vocatif téméraire, qui participe de la volonté du poète de personnifier le navire en s'adressant à lui, suivi de l'enjambement que constitue le vers 10, est une autre manière de marquer davantage ce désir de partir. Donc là, le poète est prêt. Il a quitté tout ce qui était désolant, tout ce qui est ennui. Maintenant, il est dans le voyage proprement dit. Voilà, il nous dit, dès lors, le voyage semble être une obsession et le cœur du poète se fait l'écho du chant des matelots. Un chant pathétique que suggèrent les assonances en O, en an, en on dans le dernier vers. C'est une invitation au voyage malgré les dangers, orages, naufrages. Vous voyez, j'ai un peu résumé cette partie-là qui pourrait être vraiment, vraiment étudiée, vraiment explicitée, mais par défaut de temps, on ne peut pas. Mais il y a des obstacles. Tout le monde sait que l'orage, tout le monde sait que le naufrage, c'est des défis à relever. Mais malgré tout, le poète est prêt à partir. Donc, c'est ça le développement du commentaire. Si vous avez des questions, avant d'entamer en quelques minutes la conclusion, parce qu'il nous reste que presque 10 minutes. Voilà, il y a Tamsir, il y a Seynabou, Diaw qui a levé la main. Bonsoir. Bonsoir, Seynabou. Monsieur, pour l'introduction, au niveau de la présentation, est-ce nécessaire de présenter l'auteur en mettant sa date de naissance et mort et sa nationalité et le mouvement dont il appartient? Oui, la date de naissance et la date de mort, ce n'est pas trop important parce que ça ne nous renseigne pas trop sur le texte. Et d'habitude, parfois, on peut vous donner des textes où vous ne pouvez pas avoir ça. Mais au moins, le cours littéraire, si vous l'avez, c'est mieux. Oui. Mais la date de naissance et la date de mort, ce n'est pas toujours évident. Mieux vaut peut-être connaître le courant littéraire, l'idée développée comme le thème, mais vous focalisez sur les dates comme en histoire-géographie. Je pense que ça, on vous laisse avec histoire-géographie. Vous avez trop de dates à retenir. Merci. Merci. Voilà, donc pour la conclusion, c'est presque deux choses essentielles à faire. Et là, je vais revenir après sur les questions parce que je veux terminer en 5 minutes. Comme ça, on aura 5 minutes pour répondre à toutes les questions parce qu'il y a beaucoup de questions aussi qui ont été écrites et qu'on n'a pas encore répondu. Mais donc, de façon ramassée, j'ai dit à la lumière de tout ce qui précède, à la lumière de tout ce qui précède, voilà, la conclusion est là.
à la lumière de tout ce qui précède, il apparaît clairement que quitter le monde commun du fait de sa laideur et poursuivre un idéal poétique élevé, telle est la hantise du poète. Une seule phrase. J'ai fait ce qu'on appelle le bilan. Il apparaît clairement que quitter le monde commun, c'est-à-dire le monde où nous sommes, du fait de sa laideur, donc du fait de sa... où il y a vraiment beaucoup de choses à refaire, et poursuivre un idéal poétique, c'est-à-dire être dans un autre monde très élevé, telle est la hantise du poète, donc tel est ce qui vraiment préoccupe le poète. Donc en une phrase, j'ai fait là le bilan de façon thématique, le bilan du point de vue fond. Maintenant, ça me reste la forme. J'ai dit avec un langage d'une rare élégance et un style très particulier, il avec l'objectif de la poésie symboliste, pour répondre un peu à, je ne sais pas, Bamba, l'objectif de la poésie symboliste. Donc, avec un langage d'une rare élégance, un style très particulier, il évoque l'objectif de la poésie symboliste. Donc ça, c'est pour répondre un peu à Bamba. L'objectif de la poésie symboliste, c'est aller vers un autre monde, c'est se départir de beaucoup de choses comme la hantise d'un malaise qui est existentiel et qu'il faut soigner par tous les moyens. Et le voyage et le rêve et ce qu'on appelle l'errance sont permis parce que ça nous permet de nous soulager. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que les symbolistes seront les ancêtres du surréalisme. Rappelez-vous, c'est Apollinaire qui a été le premier à inventer le mot surréalisme. Et c'est normal. Donc, pour dire qu'ils sont dans une quête. Eux, ils sont dans une quête d'un idéal. Et l'idéal n'est pas dans le monde réel, dans le monde sensible, mais peut-être dans le monde intelligible. Voilà donc en résumé le bilan du point de vue fond et forme. Du point de vue fond, c'est les deux thèmes. La laideur de la vie, qu'il faut coûte que coûte fuir, et le désir de s'évader pour combler ce vide-là. Ça, c'est le fond. La forme, c'est le langage qui est élégant, un style aussi particulier, qui est un élément essentiel pour les symbolistes pour montrer leur désir de s'évader, leur désir de trouver une solution à la monotonie de la vie, à la laideur de la vie. Maintenant, la deuxième partie, c'est qu'il faut convoquer un autre poème ou bien un autre poète qui a traité un thème similaire ou bien un thème semblable pour faire un peu un parallélisme entre les deux. J'ai dit d'ailleurs, ce thème est évoqué par beaucoup de poètes symbolistes, à l'exemple de Baudelaire, qui cherche à voguer entre spleen et idéal. Spleen, tout le monde sait que c'est la laideur, et idéal, c'est ce qu'on doit chercher. Et donc, en gros, et de façon ramassée, on va essayer de répondre à quelques questions si on a le temps. Après, on vous laisse 3 à 4 minutes pour poser des questions avant de prendre congé de vous. Quand l'auteur met la virgule, il met un temps d'arrêt. Très bien, c'est vrai. Hélène, tu as raison. 3 points de suspension. Hélène, oui, il a raison. Oui, monsieur, c'est plutôt la personnification. Absolument. Là, on a dépassé. Je n'ai pas de micro. Voilà. Donc, il y avait beaucoup de questions. Monsieur, dans le développement, est-ce qu'on peut prendre comme exemple d'autres poètes? Citation. Voilà, c'est Ndiaye Ngom qui a posé la question. Donc, on nous impose parfois ça dans le commentaire composé, mais il ne faut pas abuser. Parce que le commentaire, il ne faut pas convoquer d'autres textes pour pouvoir sortir du texte. Mais dans le commentaire composé, il y a certains manuels qui proposent ça. Mais l'essentiel est que vous pouvez vous baser sur le texte et expliquer ça. Et les citations, vous allez prendre ça dans le texte à commenter. Parce que les citations nous permettent d'édifier, de mieux conforter ce qu'on a dit. C'est ça la différence entre le commentaire français et le commentaire historique. Moi, bon, je me rappelle, oui. Il y a aussi Tamsir Malik Kébé. Est-ce qu'on peut changer le thème du texte avec son contraire? Bien sûr, quand on veut essayer de faire les perspectives, effectivement, on peut convoquer un auteur qui a traité un thème contraire, ou bien qui a traité vraiment une chose contraire. C'est possible. L'essentiel est que c'est de mettre un parallélisme. Voilà. Donc, on vous donne 3 à 2 minutes pour pouvoir poser des questions si vous avez. Sinon, on va prendre congé de vous. Tamsir? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Qu'est-ce qui différencie le poète sentimentaliste et symboliste?
Oui, le poète sentimentaliste, comme je l'ai dit tantôt, c'est beaucoup plus dans les sentiments, dans les émotions et autres. C'est beaucoup plus comme le romantisme, où les gens sont beaucoup plus axés dans un malaise intérieur. Tandis que les symbolistes, c'est au-delà d'un malaise intérieur, un malaise aussi existentiel. C'est-à-dire le monde dans lequel ils évoluent est un monde où ils sont incompris. C'est ça qui fait que Verlaine disait, on les appelait les poètes maudits selon sa plume. Donc pourquoi on les appelait les poètes maudits? Parce qu'ils étaient incompris par la société. Parce qu'eux, ils sont dans une quête d'un idéal. Et tout le monde sait que l'idéal n'est pas terrestre. L'idéal n'est pas dans le monde sensible. Donc, ils veulent créer un autre monde et inviter les lecteurs. Et donc, c'est un courant littéraire qui est né en réaction contre surtout le Parnasse, qui était très préoccupé de beauté formelle, mais aussi contre les réalistes, qui étaient considérés comme des gens qui faisaient un reportage documentaire. Montrer les choses telles qu'elles sont, ça, c'est pas vraiment le mérite d'un artiste. Un artiste doit créer. Mais quelqu'un qui fait une photocopie fidèle de la réalité, pour les symbolistes, il n'est pas artiste. Donc, il faut aller au-delà du réel. Il faut décortiquer ce qui se trouve derrière les symboles. C'est ça, vraiment, leur idéal. C'est ça qu'ils cherchaient en tant que poète symboliste. C'est bon? Oui, cher Bamba. Merci beaucoup. Pour finir, oui. Donc, la fonction de la poésie, c'est le lyrisme ou bien la poésie évasive? Non, c'est le lyrisme. C'est la poésie évasive. C'est la poésie évasive. Mais il y a un peu de rapport avec le lyrisme. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai répondu à Tamsir. C'est-à-dire, quand on parle de malaise, j'ai parlé de deux malaises. Un malaise intérieur qui peut être sentimental, mais aussi un malaise existentiel où il faut trouver vraiment refuge par rapport à un autre monde. Donc ici, c'est l'indissociable. Oui. C'est l'indissociable entre lyrisme et l'évasion. Oui, pour vous dire, c'est ça qui fait que parfois les élèves ont du mal à traiter un sujet parce qu'ils ne savent pas que est-ce que c'est lyrisme ou bien est-ce que c'est ça qui fait dire, moi je dis à mes élèves, ne vous focalisez pas sur ces genres de termes-là, sur ces genres de lyrisme engagé et autres. C'est ça qui dit tout le monde. Le cours passé, j'ai traité un sujet qui portait sur le roman et qui est un genre littéraire qui peut traiter l'histoire passée et l'histoire présente. Mais pourtant, tout ça, c'est dans l'engagement, bon, ce que vous appelez réalité, engagement. Les élèves me diront, monsieur, la thèse, c'est l'engagement ou bien. Je dis, non, mais attendez, on vous a dit traiter ça pour montrer que le poète peut être un historien. Montrer que le poète est un historien. Mais pourquoi vous voulez coûte que coûte avoir la définition de la fonction pour dire c'est un engagement ou bien c'est le lyrisme? Non. Toujours est-il que comprenez un sujet et traitez ça. Mais donc, dans ce cas, le poète peut être un historien. On commence par quelle fonction? Toi, tu me parles de fonction. Oui. Pourtant, c'est la fonction mnémotechnique que j'ai étudiée. Le cours prochain, jeudi prochain, je vais revenir sur ça, Inch'Allah. Inch'Allah. Nous, on a vu que la fonction... Oui. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir sur ça le jeudi prochain pour faire le développement et la conclusion parce qu'on avait fait l'introduction. Voilà donc, chers élèves. La dissertation. Oui, la dissertation, oui. Ok, merci. Le jeudi prochain. Donc, merci beaucoup à tout un chacun ici présent. Le jeudi à 20h aussi. Même heure, 20h, 22h. Jeudi prochain, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup, monsieur. Voilà, merci. Donc, vraiment, chers élèves, je suis ravi de partager ces moments avec vous. Donc, c'est avec ces modestes mots, du reste très impuissants par rapport à la dimension de mes intentions, que je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour la dissertation sur le roman. On va faire le développement et la conclusion, Inch'Allah. Je vous remercie.